Bonsoir messieurs, ou rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo. Aujourd'hui un sujet un peu sensible, on va parler des films les plus surestimés de tous les temps, en tout cas selon moi. Parce qu'évidemment on a tous des goûts différents, je sens que je vais me faire atomiser dans les commentaires, parce qu'il y a forcément des films dont je vais parler que vous avez adoré, en tout cas certains d'entre vous ont adoré, puisque ce sont des films qui sont très appréciés. Mais ça nous est tous arrivé de sortir d'une séance de cinéma, seul ou accompagné, où à la fin, tout le monde a l'air d'être en extase, tout le monde a adoré le spectacle, et vous êtes là en train de vous dire putain mais c'était quoi cette sombre daube? Ou alors tout au plus, ouais c'était sympa mais je l'aurais oublié dans 2 jours quoi. Après un bon Big Mac, je vais rentrer, je vais me coucher, demain matin j'ai oublié. Je me rappelle notamment, en 2007 je crois, un truc comme ça, j'étais allé voir Sunshine au cinéma avec un pote, et je vous promets c'est pas une blague, attends je vais poser le cigarette. À la fin de la séance le mec, générique de fin, il était comme ça. Oh putain, c'était génial! Et je vous promets de la faire. J'étais comme ça, j'étais... Alors, on n'a pas du tout vu le même film. Donc c'était Sunshine de Danny Boyle, qui était pas un mauvais film, hein, j'ai bien aimé, mais la fin était complètement foirée. Il y avait des bons trucs, mais c'était vraiment pas le film du siècle, quoi. Le mec, c'était... J'ai pas compris. Parfois, je sors d'un film, et j'entends les gens parler, moi j'ai pas aimé du tout. Il y a des gens qui disent « C'était génial, c'était le meilleur film de l'année, oh putain quelle profondeur, j'ai adoré ». Je vous avoue que je comprends pas. Donc là j'ai vraiment abordé ces films-là, ces films où je ne comprends pas la hype, et pas forcément la hype, hein, pas forcément le box-office. J'aurais pu parler d'Intouchable ou Bienvenue chez les Ch'tis qui ont fait 20 millions d'entrées en France. Ça c'est des films, c'est vrai, moi je comprends pas l'engouement des Français pour ce type de cinéma qui me paraît très pauvre. Pour moi c'est pas vraiment du cinéma. J'ai complètement zappé ma clope d'ailleurs. Non, je vais aussi parler des films qui ont vraiment reçu des récompenses dans tous les sens, voire qui ont accédé au statut de film culte, des films dont on parle sérieusement en disant putain c'est un des meilleurs films de tous les temps, et aussi du top IMDb, parce que ça franchement faut que j'y revienne. Il y a un truc notamment qui est pas possible pour moi. Bref écoutez, c'est parti pour le top 10 des films les plus surestimés de tous les temps, selon moi bien évidemment. Préparez-vous à m'atomiser. Numéro 10, L'esquive de Abdelatif Kechiche avec Sarah Forestier. Je vais essayer de pas m'énerver. Donc ce film à l'époque, sorti en 2004, il a tout raflé. César, du meilleur réalisateur, meilleur film, meilleur scénario et meilleur espoir féminin. Expliquez-moi comment ce film a eu tout ça en même temps. C'est impossible. Ce film pour moi n'a aucune proposition de cinéma. C'est pas sérieux, y a rien. Y a aucune mise en scène, aucun découpage étudié. C'est le vide intersidéral. C'est-à-dire qu'en fait t'as un mec qui tourne en banlieue avec une bande de jeunes qui répète pour une pièce, il y a un mec qui tombe amoureux de la nana, il va essayer de l'impressionner. C'est des dialogues complètement bidons. Alors déjà pour le scénario je comprends pas. Les dialogues c'est d'une vulgarité, d'une nullité, d'un manque de profondeur absolue. La mise en scène, donc le découpage, le mec il fait des chants contre chants, il sait pas où il met la caméra. T'as les plans qui bougent de temps en temps, donc caméra à l'épaule. Y a pas d'ambiance, y a pas de musique, y a rien dans ce putain de film, rien. Et je ne comprends pas, donc moi je pense que c'est parce que ce film a été fait sur la banlieue entre grosses guillemets. Mais là où je suis en train de m'énerver, c'est pas bon, je vais arrêter ces putains de clopes. Là où Kassovitz avait fait La Haine, il y avait une vraie proposition de mise en scène. Ce film-là, La Haine de Kassovitz, c'est peut-être un des films français les mieux réalisés de tous les temps. C'est hyper bien foutu. Après le propos c'est autre chose, moi ça me passionne pas. Mais là, il n'y a absolument rien dans ce film. Et c'est pas le seul film d'Abdelatif Kechiche qui est surestimé. Il y a aussi La vie d'Adèle dont j'aurais pu parler. Je me suis dit, bon, je vais mettre qu'un seul film dans ce top-là. Sans déconner, il n'y a pas de proposition de cinéma. Je comprends même pas comment on peut aimer ce film. Pourquoi la presse s'est paluchée dessus? Non, mais juste parce que ça parle de la banlieue, quoi. Ou l'idée qu'on s'en fait. Quelques années plus tard, il y avait eu Entre les murs aussi, où t'avais un enseignant qui arrivait dans une classe en banlieue difficile. Nul à chier sur la moquette. Il n'y a rien dans ce film. J'ai même pas envie de développer. Pour moi, c'est un des films... Enfin, c'est incompréhensible. Je comprends pas. Là, je pense que je suis pas le seul. Hein. Je pense que je suis loin d'être le seul à ne pas comprendre ce que ce film fout avec autant de récompenses à la clé. Puis Abdelatif Kechiche, en plus il doit savoir que c'est un film bancal, qu'il n'y a pas de proposition de faire du cinéma. Il doit savoir quand il a récupéré son petit César à jouer le mec modeste. Ah les mecs, je suis très touché, merci. J'ai même pas envie de développer plus, pour moi, c'est une catastrophe absolue. On passe à la suite, vite, parce que là je vais faire un arrêt cardiaque. En 9, Fight Club de David Fincher avec Brad Pitt et Edward Norton. Je sais, ça va vous étonner, ça va vous choquer, vous allez être énervé, je vais commencer à me faire atomiser. C'est pas un mauvais film, je considère que c'est plutôt d'ailleurs un bon film.
il y a de très bonnes idées sur la société de consommation, il y a quelques très très bonnes scènes. Mais ce qui m'énerve, c'est le twist à la fin du film. C'est l'espèce de twist à la con. Je vais pas vous spoiler pour ceux qui l'ont pas encore vu, s'il y en a encore. Mais la fin du film te prend tellement pour un crétin. Il te remonte des scènes du début du film, genre allez regarde le début du film, tu te rappelles cette scène-là? Ah bah non, en fait il s'était passé ça. Non. Pour moi ça c'est très très mauvais. C'est-à-dire qu'on te fait croire un truc pendant tout le film, et à la fin, on te remonte des trucs que t'as vus. Mais on te modifie la scène, un truc que tu pouvais pas voir. Là c'est même pas le twist, genre regardez on a mis des petits indices. Là on te remodifie le truc parce que y avait un truc imaginaire. Pour moi c'est un procédé de petit malin. J'ai trouvé ça bidon. Voilà, je trouvais que c'est. Alors, j'imagine que c'est pas la faute de David Fincher, je remets pas en cause ses compétences, pour moi ça reste un bon réalisateur. Je déteste son Alien 3 par contre. Mais il a du talent, il a un certain talent. Il y a une très très belle photo dans le film de Jeff Cronenweth, donc le fils de Jordan Cronenweth qui a fait la photo de Blade Runner. Je vous en avais parlé dans la vidéo précédente. Il y a des bons éléments, il y a Edward Norton qui est top, Brad Pitt qui est top. Il y a vraiment des très très bonnes idées. Moi j'adore la scène quand ils sont dans l'avion avec Tyler Durden et Edward Norton du coup qui discutent, là ils font connaissance, il y a de très très bonnes idées. Mais c'est vraiment la fin du film, ce putain de twist, moi, qui m'énerve, et qui l'empêche pour moi d'arriver à un statut de film culte, indémodable, où je me dirais, ah putain, le film est génial. Parce que pour moi, quand la fin est ratée, quand on me prend pour un con à ce point-là, je peux pas adhérer. Il y a un truc qui déconne, vous voyez ce que je veux dire? Ça reste un bon film, mais pas un des top films de l'histoire du cinéma, faut arrêter de déconner. En 8, Seven, encore une fois David Fincher, pour la blague j'aurais pu mettre en 7. Je déteste pas David Fincher, mais je suis pas fan de sa filmo, je trouve qu'il a des très bonnes idées de plan, il a un certain talent en tant que réalisateur, mais il y a un truc dans la structure de ses films, dans la façon dont c'est fait, qui m'empêche de complètement rentrer dedans. J'arrive pas vraiment à définir ce que c'est, parce qu'il a des notions de découpage, de mise en scène. Qu'est-ce qui plante dans ses films? En plus là, il y a une très belle bio de Howard Shore, qui a signé quelques thèmes intéressants, il y a une très belle photo de Darius Khondji, qui est un des top chefs-op de tous les temps. Mais pour moi c'est pas fonctionnel. Cette histoire de deux détectives joués par Morgan Freeman et Brad Pitt qui enquêtent sur un tueur en série qui reproduit les 7 péchés capitaux m'a pas transporté. La fin aurait pu être forte, et je trouve que le jeu de... Ah, je vais pas citer l'acteur pour ceux qui l'ont pas vu. Je vais pas vous spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, on sait jamais, il y en a peut-être encore. En tout cas l'acteur qui interprète le tueur en série, il est très très bon en temps normal, mais là je l'ai trouvé... je sais que c'est fait exprès, mais je l'ai trouvé tellement banal, n'a tellement pas d'impact sur la scène finale. J'ai pas été pris dedans, moi, la fin ne m'a rien fait. C'est censé être un truc de ouf, mais ça ne m'a rien fait. Film qui m'a pas touché, et je peux même pas l'attaquer sur des éléments cinématographiques, parce qu'il y a quasiment tout qui est plutôt réussi, que ce soit la photo, la BO, le découpage, la mise en scène, ça se tient, mais je crois que c'est le scénario qui ne m'a vraiment pas touché, et le jeu d'acteur donc du tueur en série qui m'a pas fait vibrer les cordes, quoi. Je suis pas rentré dedans, voilà. Je comprends pas que ça soit un des top thrillers de ces 30 dernières années pour beaucoup de gens. Pour moi, ça ne m'a rien fait, je suis désolé, je l'ai rematé plusieurs fois, j'essaye vraiment de comprendre ce qui se passe, à côté de quoi je suis passé, pourquoi ce film est tellement adulé. Je suis passé à côté, je suis désolé. En 7 millions de dollars Baby de Clint Eastwood, avec Hilary Swank, Clint Eastwood évidemment, et encore Morgan Freeman. Alors je n'ai rien contre Morgan Freeman, je me suis aperçu qu'il est encore dans un film après, dans ma liste. Qu'est-ce qu'il s'est passé Morgan Freeman? Je comprends pas. Pourquoi tu apparais autant dans Stop? Je n'ai rien contre toi, hein. Je sais pas. Bref, Million Dollar Baby, un film qui a été mais vraiment adulé, les critiques presse à l'époque le considéraient comme un putain de chef-d'œuvre, Clint Eastwood le meilleur réalisateur de tous les temps, enfin un des meilleurs, et ça continue, hein. Ça a continué pendant des années, à chaque fois que Clint Eastwood sort un film, c'est génial, c'est un chef-d'œuvre monumental. Moi je n'ai pas du tout adhéré à Million Dollar Baby parce que autant le début du film est intéressant sur l'univers de la boxe avec des femmes, pourquoi pas, c'est intéressant. Même si c'est pas très bien réalisé parce que je trouve que c'est un réalisateur assez pauvre, Clint Eastwood, pour plein de raisons, il maîtrise pas le découpage, il maîtrise pas la mise en scène. C'est des films très très formels en fait, très old school, mais dans le mauvais sens du terme, quoi. C'est beaucoup trop académique pour moi. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de belles propositions de faire du cinéma. Mais ce qui m'a énervé dans Million Dollar Baby, c'est la fin tire-larme. Ça n'en finit pas. T'as 1h 45 minutes où on doit s'apitoyer sur le sort de l'héroïne, où c'est pathétique, du vrai pathos, qu'on veut vraiment te faire chialer. Moi je suis passé complètement à côté. Et j'ai remarqué qu'en fait à chaque fois qu'il y a un film sur les handicapés ou un handicap qui touche quelqu'un dans un film, c'est pareil, hein, c'est ce que je vous disais sur
sur l'esquive qui parle de la banlieue. Souvent quand on fait un film en France sur la banlieue, tout de suite c'est un chef-d'œuvre. Bah là, les Américains quand ils font un film sur le handicap, ou si le mec est pédé, tout de suite ça devient un putain de chef-d'œuvre. On pourrait parler aussi de Philadelphia, mais je l'ai pas mis dans le top. Oui d'accord, bon il y a un événement un peu tragique dans le film, mais putain ça n'en fait pas un bon film quoi. À la fin, j'étais sur mon siège comme ça, je me dis putain mais il est temps que ça se termine quoi, c'est interminable. Séquence à l'hôpital qui s'éternise, ça s'éternise. Je suis passé vraiment complètement à côté. Hein. Est-ce que ça vous a fait chialer? Si oui, je pense que vous êtes un peu débile. Shining de Stanley Kubrick pour la 6ème position avec Jack Nicholson. Et croyez-moi que ça me fait chier de mettre un film de Kubrick avec Jack Nicholson, qui est un acteur que j'adore, dans ce top de merde. Ah, ça me fait vraiment chier. Mais je ne comprends pas comment Kubrick, qui est un des meilleurs réalisateurs de tous les temps, voire le meilleur, il se partage la place avec James Cameron. En tout cas, j'arrive pas à déterminer qui est le meilleur entre les deux. Comment il a pu aboutir sur un film aussi bancal, aussi froid, aussi creux. Donc c'est adapté d'un roman de Stephen King. Je connais pas du tout l'auteur, enfin je connais juste de nom, mais je n'ai jamais lu un de ses bouquins pour l'instant. Et vous allez voir que Stephen King, les adaptations du moins en film, j'en ai mis d'autres dans le top. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a une malédiction autour des adaptations de ces bouquins. Est-ce que ces bouquins sont vraiment mieux que ce qu'on voit à l'écran? Je ne sais pas. En tout cas, Shining, au-delà du scénario de la petite famille qui va dans un grand hôtel où va s'installer une solitude et une vie de famille qui va grave emmerder Jack Nicholson avec beaucoup de sous-entendus pendant qu'il essaie d'écrire son roman. Je vous avoue que moi ça m'a pas touché, j'ai pas trouvé ça passionnant, il y a beaucoup d'effets maintenant quand tu vois le film en 2017, tu te dis oh putain qu'est-ce que ça a mal vieilli. C'est surtout la mise en scène moi qui me choque. En plus le budget était assez conséquent pour un film de 1980. Je comprends pas comment Kubrick, qui a signé 2001 l'Odyssée de l'espace et Orange Mécanique, qui sont deux gros chefs-d'œuvre du cinéma, comment il a pu aboutir sur une mise en scène aussi bidon, aussi banale, alors qu'il a un talent monumental. Je sais pas ce qui s'est passé, pourquoi le film a coûté aussi cher alors que franchement à l'écran on voit pas le pognon. J'ai pas été surpris par ce film, je l'ai vu quand j'étais gosse, je l'ai revu adolescent, je l'ai revu, je l'ai peut-être vu une dizaine de fois. Je le remate assez régulièrement quand même. Parce qu'à chaque fois, je sais pas pourquoi, je me dis mais pourquoi j'aime pas Shining. Donc je le remate à chaque fois, et à chaque fois je me dis en fait c'est vrai que c'est moyen, c'est même médiocre. J'ai rematé il y a encore 2-3 mois, alors là carrément je me suis endormi devant. Comprends pas ce qui est aussi bien, qu'est-ce que les gens trouvent aussi bien dans Shining. C'est un scénario finalement très très banal, avec une mise en scène vraiment ultra sobre quoi. Vous matez le téléfilm qui a été fait après, qui paraît-il respecte plus le bouquin, ça démérite pas par rapport au Kubrick, vraiment je trouve que Stanley Kubrick s'est complètement laissé aller sur ce film. Il n'y a rien d'original, il n'y a rien de marquant, il n'y a pas d'idée visuelle. Il y a peut-être une scène qui est intéressante, c'est le fleuve de sang là, ce plan là est pas mal. Pour le reste, il n'y a vraiment rien qui m'a marqué. On dirait un chair de poule, voilà mon sentiment devant Shining et devant beaucoup de films adaptés de Stephen King, j'ai l'impression de voir un film adapté, enfin un film qui ressemblerait au chair de poule que je lisais quand j'étais gosse. Il y a un truc qui fait peur quand t'es, éventuellement, qui fait peur quand t'es gosse. Mais quand t'es adulte, tu mates ça comme ça et tu te dis, ouais, c'est tout bidon, c'est tout pété. Quelle histoire de merde, quoi. Bref, pour moi, un film complètement surcoté, et je suis vraiment désolé de le mettre dans ce top parce que Kubrick mérite bien mieux. On va prétendre qu'il n'a pas vraiment été responsable de l'échec de ce film, peut-être que le bouquin est très mauvais. Je ne sais pas, je l'ai pas encore lu, et je ne sais pas si je le lirai un jour. En 5, Mad Max Fury Road de George Miller avec Tom Hardy et Charlize Theron. Alors là, on va commencer à être dans le très très lourd, hein, dans le top 5. Mad Max Fury Road, sans déconner. Alors ce film-là, il y a eu des critiques monumentales, mais surtout un suivi des spectateurs hallucinant. Alors que tout le monde a aimé le film. Quand je l'ai vu au cinéma il y a 2 ans, 2 ans et demi, je suis ressorti de la salle, j'étais accompagné, on s'est regardé, on s'est dit mais c'est vraiment de la merde. Hein. Et tout le monde autour était en train de dire ah c'est génial, c'est énorme. Après je suis allé voir sur internet les critiques, tout le monde a adoré. Et je vous avoue que j'ai pas compris. Hein. C'est pas un mauvais film. C'est comme Shining d'ailleurs, c'est comme beaucoup de films en stop, c'est pas des films, à part l'esquive, c'est pas des bouses. Mais Fury Road, sans déconner, c'est quoi cette tapage de ouf autour? Je comprends pas. J'ai essayé de comprendre, hein. Mais alors déjà, moi, un truc qui m'a énervé, c'est cette manie qu'on... Je vous l'avais dit hein, dans la critique de Blade Runner, c'est cette manie de couper, faire durer les plans 5 secondes. Alors là, ça n'arrête pas dans ce film. T'as que des plans ultra courts, le montage est ultra cut, c'est effréné. En même temps, ça donne un vrai rythme au film. Mais ce que vraiment j'ai pas pu supporter, c'est cette ambiance sonore. L'OST, je n'ai pas du tout aimé. C'est
et ça s'arrête jamais avec un mixage sonore que j'ai trouvé très mauvais. Parce que on a tellement de sons, de bagnoles, d'explosions, de bruitage, plus la musique derrière. J'ai trouvé que le montage sonore était catastrophique. Donc le montage qui va à 100 à l'heure, t'as des plans dans tous les sens, et surtout l'étalonnage du film, c'est une catastrophe. Alors j'ai pas vu la version Black and Chrome, mais sans déconner, il y a beaucoup de gens qui aiment l'image, moi je la trouve dégueulasse. Enfin, l'étalonnage, je veux dire, pas la photographie, parce que j'ai vu les plans du making-of, je trouve qu'ils sont bien plus beaux que le résultat final. Ce qu'ils avaient en fait au naturel, la lumière qu'ils avaient de base était beaucoup plus belle que l'étalonnage foireux qu'ils ont mis, avec cette espèce de couleur orangée qui fait tellement numérique, qui fait tellement fake. Ah, j'ai pas du tout supporté visuellement au niveau du son. Puis voilà pour ce que ça raconte, c'est une espèce d'aller-retour géant. En fait, entre le début et la fin du film, les mecs ils font ça. Ils partent d'un point A, ils vont à un point B, ils reviennent. Puis t'as un espèce de message écolo débile. Un Tom Hardy, alors j'aime bien l'acteur globalement, mais je trouve qu'il n'a pas du tout de charisme dans ce film. Vraiment, Mel Gibson c'était quand même autre chose. Puis j'ai pas retrouvé l'ambiance de Mad Max 2 par exemple. Il n'y a pas d'ambiance dans ce film, il y a quasiment pas de moment où il y a une ambiance, où il y a un truc qui s'installe. Sauf à un moment donné, il y a un très très beau plan dans le désert où il y a Furiosa qui est comme ça, qui crie quoi, son désespoir. Ce plan est très très beau. Et c'est une des seules scènes, une des seules séquences qui prend son temps. Et le film est effréné, raconte rien, c'est complètement débilo. C'est un pur produit à la Disney. Pourtant c'est de George Miller qui est un très 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 bon réalisateur et qui prouve que c'est un bon réa parce qu'il n'y a rien à attaquer dans les plans, dans sa réa globale, c'est fonctionnel. Mais je trouve massacré par un étalonnage complètement douteux. Une succession voilà, de scènes où ça explose dans tous les sens, où t'en raconte rien de bandant, avec un message écolo en fond qui est débile. J'ai pas besoin de ça. Avatar, ça m'avait énervé aussi, ce putain de message écolo de merde. Et à la fin, ouais, j'en suis ressorti avec le crâne mais complètement fumé. J'ai pas vu de réflexion, j'ai pas vu un truc intéressant à l'écran, j'ai vu une succession de scènes toutes plus débiles les uns que les autres. Et pas de proposition vraiment de me raconter quelque chose de fort comme c'était le cas dans Mad Max 2. Pas d'ambiance qui te prend aux tripes. Juste voilà un film ultra formaté. Et à 150 millions de dollars, voilà, c'est peut-être pas étonnant. Maintenant c'est tellement des gros budgets, les mecs prennent plus de risques. Je comprends pas cette hype autour de Fury. Franchement je comprends pas. Je sais que je suis vraiment un des seuls, parce que tout le monde a adoré. C'est vraiment pas pour être à contre-courant. Et je suis passé à côté, je suis vraiment désolé encore une fois. La 4ème place est réservée à J.J. Abrams pour son Star Wars épisode 7, le réveil de la farce. Que vous dire, j'avais fait une critique beaucoup plus étendue en live il y a quelques années qui est dispo je crois sur internet si ça vous intéresse. Ce film est une blague, c'est une blague, une mauvaise blague. Et le pire c'est qu'il y a des gens qui adhèrent à ce truc là qui vont réussir à te faire croire que c'est mieux que la prélogie. Voilà, pour eux ça c'est mieux que la prélogie. Donc un espèce de remake complètement pété déguisé en suite, parce que c'est ça qu'est l'épisode 7, en fait c'est un remake de l'épisode 4. Mais on te fait croire que c'est une suite. En fait, on a juste transposé quelques rôles, on t'a mis un nouveau casting, on t'a emballé ça de manière complètement hasardeuse, parce que J.J. Abrams, il a pas pu s'empêcher de foutre des dents de fer dans tous les sens, des plans improbables. Je me rappelle d'un plan où le mec fait un zoom et un travelling. Waouh, dans Star Wars, magnifique. Des enjeux inexistants, des protagonistes dont je me bats complètement les steaks, donc c'est des noobs contre des noobs. Un pseudo wannabe Sith qui veut copier Dark Vador qui tape sur les murs avec son sabre. Ah putain, je suis pas content. Une Rey qui chope les pouvoirs de la force de son cul, les sort comme ça, genre oh regardez, j'ai le pouvoir de la force. Waouh. Et John Williams qui nous sort vraiment son travail malheureusement le moins inspiré. Bon, il est vieux, je le pardonne, mais les thèmes, il n'y en a aucun de marquant dans l'épisode 7. Une structure narrative est tellement honteuse, tellement ça repompe l'épisode 4. Ce film est une honte, voilà, c'est une honte. Les gens qui préfèrent ça, ce résultat complètement formaté popcorn, guimauve, à l'épisode 3 de George Lucas qui est un vrai film d'auteur, même sous ses aspects blockbuster, c'était un vrai film d'auteur. Le mec il a imposé sa vision, il y a une proposition de cinéma, là il n'y a rien. Donc si vous préférez épisode 7, si vous continuez à aller voir ces films de merde, et si vous cautionnez ça, vous êtes... J'ai réservé la 3ème place à mon Canadien préféré Xavier Dolan avec Mommy. Alors Mommy, pour l'anecdote, j'étais allé le voir à Montparnasse seul un soir au cinéma il y a quelques années. Je me rappellerai toujours, il avait marqué version originale sous-titrée, il marquait récompense de je sais pas quoi mes couilles. Et je me suis dit, ah tiens, pourquoi pas, ça peut être sympa. L'affiche était belle, j'ai trouvé que l'affiche était sympa. Je savais pas de quoi ça parlait, je suis rentré dans la salle, les lumières sont éteintes. Et là, ça commence à parler à ce qui ressemblera à du français, vous voyez. Et je me suis dit, ah, mais il y a des sous-titres. Mais il parle quoi? Ah, il parle français. Ah oui, mais c'est avec leur accent, on comprend pas. Alors ça m'a énervé, je suis désolé, j'ai rien du tout contre les Canadiens, mais
Ça m'a énervé qu'il y ait marqué version originale sous-titrée, alors que c'est un film en français. Mais vu qu'on comprend tellement pas leur patois, on est obligé de lire les sous-titres. Je n'ai vraiment rien compris, je pouvais pas comprendre. Il y a plein de phrases, je comprenais vraiment pas. Alors putain, ne pas comprendre sa propre langue, c'est compliqué. Et alors le film, 0 sur 20 quoi. 0 sur 20. Alors, juste pour vous rassurer, Dolan, j'ai vu juste La Fin du Monde il y a pas si longtemps, il y a 6 mois, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment pour le coup un bon scénario. Mais Mommy, le scénario de Mommy, c'est d'une immaturité, c'est une connerie. Pour moi, c'est un amateur qui se lance dans le cinéma. Alors tout le monde dit que c'est putain un des plus grands réalisateurs actuels. Non, non les mecs, il ne sait pas découper, il ne sait pas cadrer, il ne sait pas raconter une histoire. Et puis surtout, son histoire est complètement bancale. C'est-à-dire qu'entre le début et la fin du film, il s'est rien passé. Les personnages sont restés dans le même stade, c'est-à-dire qu'on a un enfant complètement abruti, violent et à moitié teubé, qui sort de l'hôpital psychiatrique, et à la fin il y retourne. Il y retourne. Voilà, il n'y a aucune évolution, il y a une promesse d'évolution du personnage avec sa mère qui s'en occupe malgré tous ses problèmes. À la fin du film, non, le mec il retourne en hôpital, tu te dis ah bah génial, super, bah, j'ai vraiment... j'ai passé 2 heures à mater cette daube pour quelque chose. Hein. Y a rien, en fait il n'y a pas d'évolution des personnages. Alors en plus, Dolan du coup se permet d'utiliser des musiques qu'on a entendues mais 10 milliards de fois à la radio, parce qu'en fait sa bande son, c'est des musiques FM, voilà. Il y a du Oasis, je sais plus toutes les musiques, je crois qu'il y a du Bowie. Mais c'est tellement pas inspiré, c'est tellement facile, on dirait un adolescent qui a découvert Pinnacle Studio, qui sait pas filmer, qui a pris une caméra, qui a écrit un petit scénario comme ça la va-vite, qui sait pas comment structurer un scénario, qui ne sait pas comment raconter une histoire, qui sait pas comment cadrer, qui ne sait pas comment monter, puis qui te met voilà, des musiques à droite à gauche parce qu'il a chopé ça sur internet, il s'est dit ah bah tiens ça serait bien de mettre un peu du Oasis là, ah ouais c'est sympa. Les scènes ne servent à rien, ça ne raconte rien, là vraiment j'aurais pu le mettre en 1 ce film tellement il est surestimé. Pour moi c'est une vraie daube. Par contre voilà, je le dis, juste La Fin du Monde, le scénario, là je me suis dit putain il a gagné en maturité, il y a vraiment un truc qui s'est passé entre Mommy et juste La Fin du Monde, là ça m'a raconté un truc, là j'ai été touché, et j'adore Gaspard Ulliel, voilà. Mais Mommy, n'y allez pas, hein. Ne le regardez pas, je le déconseille très fortement, complètement surestimé, complètement pété. En 2, The Mist de Frank Darabont. Alors vous allez voir que Frank Darabont occupe les 2 premières places du top. C'est encore adapté d'une nouvelle de Stephen King, enfin plutôt un roman. Et j'ai dû mater la fin en boucle 5 fois d'affilée. 5 fois d'affilée, j'ai maté la fin, les 5 dernières minutes, pour vraiment être sûr que j'ai pas halluciné ce qui s'est passé. Alors je vais tout vous spoiler parce que ne regardez pas ce film, c'est une daube. Il est adulé aussi, vraiment tout le monde dit que c'est un chef-d'œuvre, limite un chef-d'œuvre. C'est une blague. The Mist, donc, tu passes 1h45 à te faire chier avec des personnages qui n'ont aucun charisme, aucune personnalité, qui sont à un moment prisonniers dans un centre commercial parce qu'il y a une espèce de fin du monde, une grosse boom qui s'installe avec un espèce de putain de monstre. Et les gens se disent putain on est foutus, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce monstre? Au début t'as une petite promesse de scénario, tu te dis ah putain c'est quoi ce monstre, est-ce qu'ils vont tous y passer, tu commences à y croire, même si vraiment le casting est nul à chier. Frank Darabont pour moi c'est un réalisateur ultra surestimé. Bah, je vais pas encore redire ce que j'ai dit sur les réalisateurs précédents, mais voilà, découpage, mise en scène, etc. on n'y est pas. Mais là où le film se fout de ta gueule c'est la fin. Les 5 dernières minutes, je vais vous spoiler. Donc une partie des personnages du film se retrouvent dans une bagnole. Et la situation est désespérée parce que donc, la brume est toujours là, et il y a le monstre qui est toujours là, et ils se disent putain on n'a plus d'essence, on est dans la merde, qu'est-ce qu'on fait? Et donc là le mec et la femme ont une super idée, et t'as le mec qui dit bon, c'est simple, on va tous se buter, on va tous se suicider parce que là on n'y arrivera pas, il vaut mieux mourir maintenant que de sortir de la bagnole et se faire bouffer par le monstre. Ouais, j'essaie de pas trop me marrer, mais du coup... Il flingue tout le monde, genre tout le monde y passe. Donc je sais plus exactement, il y a 2 vieux, il y a un gosse et il y a la femme du coup. Donc tout le monde se bute, suicide collectif dans la bagnole avec le flingue. Et le héros, donc il a le flingue, donc tout le monde est mort, hein. C'est terrible, hein. Tout le monde meurt dans la bagnole. Et donc le héros se retrouve avec le flingue. Et il se dit ah merde, non j'ai pas les couilles de me tuer, qu'est-ce que je fais? Alors il hésite. Puis là, la brume se dissipe tout d'un coup, il y a un tank militaire qui passe à côté de lui. Il sort de la bagnole, puis il se rend compte qu'en fait l'armée est arrivée, que le monstre a été tué. Et que tout le monde est mort pour rien juste avant. Et tu dis oh. Et donc le héros fait non. Genre le mec est complètement désespéré parce que tout le monde y est passé. Et lui il a pas eu les couilles de se tuer. Et il se dit putain on aura attendu 5 minutes de plus, tout le monde était sauvé. Voilà The Mist.
On arrive à un niveau de foutage de gueule que je n'ai jamais vu dans un scénario. C'est comique, en fait, moi la fin m'a fait rire. C'est pour ça que je l'ai maté en boucle. Je voulais vraiment être sûr de pas avoir halluciné, mais en plus ça me faisait marrer. Je me disais, mais attends, mais c'est censé être un film d'horreur, un film qui te fait réfléchir, un thriller, ou c'est une grosse comédie. J'hésite encore, je crois que c'est une comédie involontaire. Nul à chier cette fin, on te prend tellement pour un jambon, quoi. Waouh. Première place pour Les Évadés. Eh ouais, Les Évadés, Shawshank Redemption de Frank Darabont, encore lui. Avec Morgan Freeman et Tim Robbins, il fallait absolument que je glisse un mot dessus. Premier sur IMDb. Donc pour les gens sur internet, la plupart des gens, donc en fait les gens du monde entier qui ont voté sur IMDb, pour eux c'est le meilleur film de tous les temps, Les Évadés. Donc il est meilleur que Blade Runner, Dom et l'Odyssée de l'espace, Terminator 2, Le Parrain 1, Le Parrain 2... Les temps modernes, enfin je pourrais tellement citer de films qui explosent Les Évadés. Ça pour vous c'est le meilleur film de tous les temps sur internet. On est sérieux? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc encore une fois, adapté d'un bouquin de Stephen King. Je ne sais pas ce qu'il y a avec les bouquins de Stephen King, vous avoue, là c'est même pas le scénario qui m'a énervé. Il y a rien qui m'a énervé dans ce film, d'ailleurs c'est pas un mauvais film. C'est pas de la merde. La proposition est intéressante, donc c'est un mec, il a un flingue, il s'apprête à buter son ex qui est parti avec un autre mec, donc vraiment buter donc son nouvel amant et la nana. Et il a un procès et t'as le doute, je vais pas vous spoiler, mais t'as le doute qui plane dans le film, est-ce que c'est lui qui les a butés ou pas? En tout cas, il se fait incarcérer, avec du coup Morgan Freeman dans le film aussi. Morgan Freeman, je suis désolé, hein, il se retrouve encore une fois dans ce top. Mais voilà, la proposition est pas inintéressante, le scénario n'est pas complètement inintéressant. Mais pour moi, il n'y a rien qui s'est passé dans ce film, c'est très classique, c'est très académique, c'est très moyen. C'est un film parmi tant d'autres, c'est pas le meilleur film de tous les temps. Que ça soit au niveau de la réalisation, répétez, découpage, mise en scène, ambiance, musique. Qu'est-ce qui est si génial dans Les Évadés? J'ai toujours pas ma réponse, j'ai vu le film 2-3 fois, je n'ai toujours pas la réponse. Pour moi c'est un film comme un autre. Certainement pas un film qui mérite la première place. Et donc je l'ai mis en top 1 parce que le voir en porté comme ça en meilleur film de tous les temps, sur IMDb, je vous avoue que pour moi c'est une injustice absolue, il ne mérite pas, il ne mérite absolument pas sa place. De toute façon, IMDb c'est une blague, quand vous matez le top 250, il y a tellement de films qui n'ont rien à foutre là, t'as tellement de films, je crois que 2001 se retrouve en 90e place, Terminator 1 et 2, je sais même pas où ils sont, par contre dans les 20 premières places, t'as 2 ou 3 films de Nolan, que j'aime bien, hein, il a fait quelques bons films, mais tu te dis ah ouais d'accord. Je crois que c'est le problème d'internet, c'est qu'en fait c'est le problème de la démocratie les mecs, c'est que n'importe qui peut voter, dont des mecs de 12-15 ans qui n'ont pas encore beaucoup de culture, qui n'ont pas vu beaucoup de films, du coup qui mettent des 10 sur 10 à des films comme ça, mais je crois que Les Évadés là c'est même pas un film pour les jeunes quoi, c'est un film pour tout le monde on va dire, c'est vraiment accès tout public. Je crois que ce qui se passe c'est que c'est un film tellement inoffensif, c'est tellement banal, c'est tellement sans surprise, que c'est le genre de truc qui passe entre les mailles du filet, c'est qu'en fait personne va te dire c'est une sombre daube. Mais à l'inverse, désolé, c'est pas un ultime chef-d'œuvre, quoi. C'est pas un 10 sur 10. Ça m'énerve, franchement, ça m'énerve de le voir encore en top 1, encore à l'heure actuelle, en 2017, je me suis dit un jour il va se faire dépasser, mais non. Non, il reste vraiment, il culmine au-dessus de tous les autres et je comprends pas. Alors que parfois t'as des bons films qui sortent, c'est vraiment le truc qui est moisi sur internet, c'est que dès que t'as un très bon film qui sort, genre Interstellar, t'as toujours des haters à 2 balles, des mecs qui ont même pas vu le film qui vont te mettre 0 pour faire baisser la moyenne. Et souvent, et c'est pas que dans le cinéma, souvent les trucs qui se retrouvent en recommandation, les trucs numéro 1, c'est des trucs finalement très très moyens que tu détestes pas, finalement c'est que n'importe qui peut mater, en fait c'est passe-partout, c'est sans saveur, voilà c'est ça. Les trucs qu'on porte nu, les trucs qu'on voit partout, c'est du Big Mac, c'est des trucs sans saveur, vous voyez. Les trucs qui prennent des risques, où il y a des tripes à l'écran, où il y a quelque chose qui se passe, t'as toujours 2-3 connards, même une armée de connards, qui vont dire ah non, faut pas que ça arrive au top parce que moi non, je suis pas d'accord. Et par contre les trucs sans saveur, voilà. Tout le monde dit ouais bah c'est sans saveur donc je vais même pas me faire chier à noter ce truc là, donc finalement ça c'est tout en haut de la pyramide et ça ne mérite pas, je suis désolé. Voilà bah écoutez, si ça vous a énervé n'hésitez pas à le dire, faites-moi savoir ce que vous avez vous aimé dans les films que j'ai cités. Quels sont pour vous les films les plus médiocres, les plus surestimés? Voilà, on sera pas tous d'accord, on a tous des goûts différents, après c'est pas grave, c'est que du cinéma, c'est que des films. Mais je tenais quand même à le dire, j'étais un peu énervé c'est vrai. Mais il fallait que ça sorte.
Voilà. A très bientôt les gars, en tout cas pour une prochaine vidéo. Je pense qu'on parlera la prochaine fois d'un truc plus positif. Les films que je préfère. Voilà. Et pourquoi pas un top 50 des meilleurs films. Allez, à très bientôt les mecs. Merci de votre fidélité. Et n'hésitez pas à vous abonner ou laisser un petit like ou un petit dislike si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi. A très bientôt. Ciao les gars.